Quand l'armistice est signé et qu'il n'y a plus la guerre, le département de l'Yonne, il est en paix, mais il y a des Allemands. L'armée allemande occupe les territoires jusqu'à un peu plus de la moitié de la France. Le sud n'est pas occupé et on passe du nord au sud par une frontière qui s'appelle la ligne de démarcation. Il y a dans l'Yonne à la fois une administration française. Le maréchal Pétain est représenté dans l'Yonne par un préfet, un sous-préfet. Et parallèlement, les Allemands occupent. Il y a à Auxerre ce qui s'appelle une Feldkommandantur, qui est un officier qui commande le département. Il y a à Sens une Kommandantur également. Donc il y a toute une administration allemande, plus des polices allemandes. Et les Français comprennent qu'ils sont occupés quand ils voient que désormais, il y a la présence de policiers, de gendarmes allemands en uniforme. Et rien ne peut se faire en France par le préfet ou les sous-préfets sans l'accord des Allemands. À partir du moment où les Allemands sont là, ils établissent un ordre allemand, c'est clair. Par exemple, l'heure est désormais l'heure allemande. Les Français doivent changer leur montre d'une heure. À partir d'une certaine heure, il est interdit de se déplacer. C'est effectivement le couvre-feu et ça peut être très dangereux parce qu'on doit justifier du fait qu'on est là. Et pour le justifier, il faut donc avoir des papiers. De toute manière, circuler, qu'est-ce que ça veut dire à l'époque? Des voitures dans tout le département de l'Yonne, il y en a quelques centaines. Gardent le droit de circuler en voiture les gens qui ont un permis allemand de circuler, et exceptionnellement la nuit, par exemple, pour des médecins. Dans un département comme l'Yonne, qui est un département très rural, hein, les villes sont rares dans l'Yonne, les 3/4 des habitants habitent à la campagne, et plus de la moitié des habitants de l'Yonne travaillent de la terre. Ajoutez à ça le fait qu'au moins 10 000 hommes sont prisonniers en Allemagne, puisque Hitler a décidé de garder les prisonniers et de les emmener en Allemagne. Donc les hommes manquent cruellement aux travaux des champs. Donc la vie sous l'occupation, la vie quotidienne, la vie de tous les jours est très difficile. Parce que l'économie allemande s'alimente sur les pays conquis. Donc les Allemands prennent énormément. Ils volent, pour faire simple, hein, ils pillent. Et dans un département comme l'Yonne, ils volent ce que l'Yonne produit. C'est-à-dire que vous avez toutes les semaines des convois et des convois de trains qui partent remplis de pommes de terre, de betteraves, de bois, de blé, d'orge, etc., etc. Et on réquisitionne les chevaux. Et toute l'occupation, les gens doivent livrer des chevaux. Et pour les paysans, c'est catastrophique. Donc, comme tout est pris par les Allemands, eh ben, il faut répartir la pénurie, et c'est ce qu'on appelle le rationnement. Et on a une carte de rationnement qui dépend de son âge et de son sexe et qui vous donne droit à avoir chaque semaine tant de grammes de viande, de pain, de sucre, etc. Et les rations sont extrêmement faibles. Vous seriez dans la catégorie des J3, c'est des gens qui ont été adolescents pendant l'occupation et qui vont souffrir, les conseils de révision le montrent bien à la fin de la guerre, vont souffrir de graves carences parce qu'ils n'ont pas été alimentés correctement. Comme tout manque, les gens qui peuvent acheter les choses essaient de le faire et il y a ce qu'on appelle un marché noir, c'est-à-dire qu'on vend illégalement à ceux qui peuvent payer beaucoup plus cher que le prix. Mais celui qui ne peut pas payer, il est encore plus pénalisé. De plus en plus de soldats allemands meurent en Russie. Les nazis décident de réquisitionner les hommes dans les pays occupés. C'est la France qui décide le service du travail obligatoire, donc c'est très simple. Les hommes nés en 1920, 1921, 1922, célibataires, ils reçoivent une convocation pour aller travailler dans une usine allemande. Les premiers convoqués sont partis à 95%. Petit à petit et assez vite, l'idée de s'organiser pour ne pas partir va venir. On les a appelés des réfractaires. Les gendarmes les recherchaient
ou faisaient semblant de les rechercher, ça dépendait des brigades de gendarmerie, et ces hommes-là, qui ne partaient pas, se cachaient, avec toute la sympathie des populations. Donc se cacher, ça voulait dire souvent dans l'Yonne, trouver une ferme, ou alors dans les forêts, il y avait beaucoup de chantiers où on fabriquait du charbon de bois. Vous dire qu'ici, sur la base, il y a eu entre 13 000 et 15 000 prisonniers espagnols qui ont travaillé à la construire, qui venaient la plupart du temps à la base travailler tous les matins, manu militari, accompagnés de soldats en armes. Plus Saint-Médard-en-Jalles, qui venait par le train. C'était un chantier extrêmement dangereux où pas mal de gens sont morts. Sous la base, ici, là, dans les fondations, vous avez plus de 70 Espagnols qui ont été enterrés vivants. Par exemple, il y avait un tube qui servait à créer les fondations. C'était un grand tube cylindrique. On faisait travailler les ouvriers dedans qui enlevaient la vase, qui descendait. Il y avait des pompes tout autour qui pompaient l'eau. C'était des pompes électriques. S'il y avait une panne d'électricité, où il y avait une alerte à l'aviation, on coupait le courant sur la base. Et les prisonniers qui étaient là étaient noyés. On balançait du béton par-dessus. C'est le moment aussi où ils décident de faire de l'esclavage dans les camps de concentration pour tuer en faisant travailler plutôt que de tuer pour rien, sans faire travailler. Alors pourquoi on est installé à Thouars, ville de 10 000 habitants, et non pas à Poitiers ou à Niort? C'est pour une raison historique. Thouars est la première ville de zone occupée à avoir reçu l'un des tout premiers postes émetteurs du premier réseau de renseignement de la France libre, le réseau Confrérie Notre-Dame. Stare, qui est la racine latine du mot français résistance, résister, et qui a pour définition être debout. Et ce être debout, en fait, symbolise l'ensemble de l'engagement des résistants. On est debout parce qu'on mène une action, mais on est debout parce qu'on est en train de réfléchir à ce qui se passe autour de nous. On observe notre environnement, on le questionne et on arrive à savoir si on est d'accord, pas d'accord avec ce qui se passe. Et dans un second temps, on va se mettre en mouvement. Il se trouve qu'il y a eu dans l'Yonne beaucoup d'organisations différentes de résistance. Sans doute parce que nous sommes un département finalement assez peu éloigné de Paris et très bien relié à Paris et à Dijon par des voies de communication modernes, dont la SNCF. Il y a d'abord eu des gens qui, tout seuls, étaient décidés à essayer de faire quelque chose. Quoi? Ça commence par un graffiti ou par rédiger un tract à la main ou en recopier un qu'on a trouvé. Donc au début, c'est véritablement un refus individuel. Hein. Puis ensuite, quelqu'un qui veut essayer de faire quelque chose, il va contacter des amis, des copains, des copines. Parce qu'en principe, à part les brigadistes français à la guerre d'Espagne, les gens qui rentraient en résistance en France, ils n'avaient pas ou peu de connaissances de la lutte armée. Tandis que les Espagnols qui rentraient dans la résistance, c'était des militaires qui s'étaient tapés souvent 2 ou 3 ans de guerre, une guerre moderne avec des moyens très limités. Beaucoup savaient démonter un fusil mitrailleur, le remonter, fabriquer un explosif, c'est pour ça qu'ils étaient très importants. Les plus durs, les plus engagés, ceux qui revêtent un uniforme allemand et qui vont combattre aux côtés des Allemands en 1944, dans l'Yonne, il y en a peut-être une centaine. Alors ça fait pas beaucoup, mais chacun peut faire beaucoup de mal. Hein. À partir du moment où le Parti communiste entre dans la résistance, en juin 1941, la police française et la police allemande collaborent fortement et malheureusement de façon très très efficace. Donc la collaboration, là où elle est terrible, c'est quand elle dénonce et quand elle aboutit à l'arrestation d'un certain nombre de gens. Un Sénonais résistant qui va trouver son voisin et qui lui dit « tu devrais faire comme moi, je suis dans la résistance ». Il devait mal connaître son voisin, il se faisait des illusions sur lui. Le voisin l'a immédiatement dénoncé. Il a été arrêté, en l'occurrence
par la police française qui l'a livré aux Allemands. Il a été jugé à Auxerre par un tribunal allemand et il a été condamné à mort. Quand un maquis est attaqué, non seulement les gens, les maquisards essaient de se replier, et ils y arrivent. Ceux qui sont pris sont fusillés ou massacrés, et il y a toujours des opérations de représailles sur les fermes et les villages environnants. Parce que les Allemands estiment que les fermes et les villages autour d'un bois où il y avait un maquis, les habitants connaissaient ce maquis, et puisqu'ils ne l'ont pas dénoncé, ils sont fautifs de ne pas l'avoir dénoncé. Les fermes sont pillées, brûlées, et parfois leurs habitants sont tués.